contenu. Ce qui vous complique un petit peu la mise en forme parce que vous allez devoir calculer la largeur de l'élément en calculant la largeur du contenu, plus les paddings, plus l'épaisseur de la bordure, plus les marges. Pour éviter tout ça, on avait vu une solution, c'était l'utilisation d'un attribut, d'une propriété, pardon, qui est la propriété box sizing. Donc, vous allez utiliser box sizing border box et donc vous allez changer le modèle en boîte. Le modèle en boîte que vous allez adopter, c'est quoi? Votre boîte à présent, ce n'est plus le contenu à l'intérieur, c'est toute la bordure. D'accord? C'est-à-dire que vous avez la largeur qui va inclure la bordure et vous aurez à calculer uniquement les marges qui sont à l'extérieur. Donc, il faut que ça devienne presque machinal chez vous. Toujours, vous mettez dans vos documents ceci, box sizing, et 2 points, border box. D'accord? Donc, le contenu ici, donc ce sera le contenu, le padding, plus la bordure. Il ne restera que à l'extérieur, il restera uniquement les marges, donc les margins. Maintenant, je vous avais dit précédemment que la mise en forme devait se faire uniquement en CSS. D'accord? Quand je veux mettre des éléments à la verticale, donc le comportement par défaut va me suffire. Prenons ici un exemple. Regardez ces blocs. J'ai 2 blocs qui se mettent l'un en dessous de l'autre. Là, je n'ai aucun souci. Pourquoi? Parce que c'est le comportement par défaut des blocs. Alors, tous les éléments qu'on avait vus, les éléments de découpage sémantique, le header, footer, section, article, main, aside, sont des éléments de type bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont tendance à se mettre à la verticale automatiquement. Ils reviennent à la ligne automatiquement et donc ils vont se positionner à la verticale. Maintenant, il y a une mise en forme plus spécifique. C'est si je veux mettre 2 éléments côte à côte, c'est-à-dire je veux avoir un alignement horizontal. Alors pour ceci, on va voir 2 façons de le faire en utilisant CSS. Première façon de le faire, c'est l'utilisation de float et clear. D'accord? Donc ces 2 propriétés, donc la propriété float nous permet de faire flotter les blocs, c'est-à-dire on va changer le comportement du bloc. Au lieu de se mettre à la verticale, il va se mettre à l'horizontale. On dira que ce bloc est devenu flottant. D'accord? Il y a 3 façons de faire flotter. Donc, vous lui dites float left. Il va se mettre le plus à gauche possible. Vous lui donnez float right, il va se mettre le plus à droite possible, bien sûr par rapport à ce qui le précède, par rapport à ce qu'il y a déjà dans la page. Et quand on met float no, ça veut dire qu'il ne va pas être flottant du tout. C'est-à-dire, je désactive le mode flottant. Maintenant, dès que vous activez le mode flottant, tous les blocs que vous allez définir par la suite seront aussi flottants. Si vous voulez revenir à un alignement à la verticale, c'est-à-dire l'alignement par défaut, il vous faut quitter le mode flottant. Et pour ceci, nous utilisons la propriété clear. D'accord? Donc, clear aussi, on peut avoir clear no, c'est-à-dire on l'annule, clear left à gauche, clear right à droite, ou bien clear both qui va arrêter le mode flottant complètement. D'accord? Donc, on revient toujours sur l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, pour avoir cette première représentation, il n'y a rien à faire. C'est le comportement par défaut. Pour faire aligner ce bloc ici, regardez, c'est un bloc qui est aligné horizontalement par rapport aux 2 autres blocs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la propriété float. Ici, le bloc est à gauche. Donc, je vais utiliser float left. Ensuite, je veux positionner un bloc tout à fait en bas. Imaginons que c'est un bloc footer. C'est-à-dire que je veux avoir un alignement vertical. Je ne veux pas qu'il soit à côté, je veux qu'il soit en dessous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comme j'avais déjà lancé le mode flottant, je dois d'abord le quitter. Et pour quitter le mode flottant, on avait dit, on utilise clear both. D'accord? Alors, en utilisant float et clear, on peut faire la mise en forme, d'accord, des différentes parties de la page afin de les aligner sur, c'est-à-dire en utilisant CSS. On va voir un petit exemple.
Donc, voici un exemple de page. Qu'est-ce que vous avez? Donc, c'est une page vraiment simple, minimale. Il y a un header en haut. D'accord? Donc, pour positionner ce header, il n'y a rien à faire. C'est un alignement vertical. Quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Ce que vous voyez là en bleu, en réalité, c'est la partie menu, c'est-à-dire c'est le nav. Et ce que vous avez là, c'est une section. Si vous remarquez, ces éléments sont alignés côte à côte, horizontalement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cet affichage? Je vais avoir float left pour l'élément nav et float left pour l'élément section. Quand j'arrive au footer, le footer est aligné verticalement. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut quitter le mode flottant et donc mettre clear both. On va regarder ensemble le code source. Donc, regardez d'abord le code HTML. Donc, voilà ce qu'il contient. Une partie header, une partie nav, une partie section, donc le texte, et une partie footer. Maintenant, comment les aligner en utilisant CSS? Première chose, pour ne pas m'encombrer de calcul, c'est que j'ai mis box sizing border box. Ça, je le mets automatiquement. Comme ça me facilite les calculs. Et la largeur que je vais donner pour un élément, c'est la largeur jusqu'à la bordure. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le nav est un élément flottant. Donc, je vous avais dit pour le header, je ne fais rien de spécial. Pourquoi? Parce que le header a un comportement par défaut. Quand j'arrive au nav, je l'ai aligné horizontalement. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Float left. D'accord? Et pour l'élément section qui est à côté, pareil, float left. Le problème qui va se poser, c'est quoi? L'élément nav, comme l'élément section, sont des éléments de type bloc. Leur largeur, par défaut, est égale à 100% de la largeur de l'écran. C'est-à-dire, c'est des éléments qui occupent tout l'espace disponible. C'est-à-dire que si je mets le nav float left, quelle est la largeur par défaut qu'il va prendre? Il va prendre toute la largeur de l'écran. Est-ce qu'il restera de la place? Regardez ici. Ça, c'est l'élément nav. Si cet élément prend 100% de la largeur, est-ce qu'il y aura de la place pour mettre cette partie? Il n'y aura plus de place. Le nav va occuper tout l'espace. Et donc, je n'obtiendrai pas le design voulu. Pour avoir ce design, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la somme de la largeur du nav et de la largeur de la section soit inférieure à 100%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va lui définir une largeur. Donc ici, pour le nav, j'ai mis 25%. Et pour section, j'ai mis 75%. D'accord? De telle sorte à ce qu'ils puissent se positionner l'un à côté de l'autre. Donc, quand vous mettez le float, si vous oubliez de mettre c'est-à-dire une largeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la largeur disponible et donc vous n'obtiendrez pas votre mise en forme correctement. Est-ce que ce point est clair? Toujours avec le float, ajoutez une largeur. D'accord? Maintenant, quand j'arrive au footer, le footer, je veux qu'il soit sur toute la largeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre clear both. D'accord? Clear both qui va me permettre de revenir au comportement initial. D'accord? Donc, ça, c'est avec float. Quand je reviens au footer, je n'ai plus besoin du mode flottant et donc je mets clear both. D'accord? Donc, je récapitule. Pour header, je ne fais rien. Pour le nav, float left, width 25%. Pour cette partie, la section, donc je vais mettre float left, pourcentage 75, width 75%. Et quand j'arrive au footer, je mets clear both. D'accord? Donc, voilà pour l'utilisation de float et clear. Il y a une deuxième façon de modifier la mise en forme des éléments de type bloc ou bien des types inline. C'est l'utilisation d'une propriété qui est la propriété display. Cette propriété display permet de modifier le comportement d'affichage par défaut d'un élément. Alors, nous avons des éléments qui sont par défaut de type bloc. On en avait parlé dans le cours précédent. Parmi ces éléments-là, nous avons les éléments de section qu'on vient de voir, c'est-à-dire section, article, header, footer, etc.
Nous avons aussi les paragraphes, les éléments de liste LI et certains autres éléments. Nous avons d'autres éléments qui sont de type inline, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se positionner les uns à côté des autres. Donc, parmi ces éléments-là, nous avons par exemple les éléments input, les éléments de formulaire. Nous avons les balises span, nous avons les liens de navigation A, etc. Ces éléments ont tendance à se positionner les uns à côté des autres, sauf s'il n'y a pas de place, et là, ils vont revenir, bien entendu, à la ligne. Nous pouvons modifier en utilisant CSS ce comportement par défaut. C'est-à-dire, je peux transformer un élément de type bloc en un élément inline, et je peux transformer un élément inline en élément de type bloc. D'accord? Donc, on ne va pas voir toutes les propriétés de la propriété display, il y en a vraiment beaucoup. Je vous en donne 3, ce sont les plus intéressantes, d'accord? Les plus fréquemment utilisées. Alors, bloc, l'élément sera affiché, il va se comporter comme un élément de type bloc. Comment se comportent les éléments de type bloc? Ils commencent toujours sur une nouvelle ligne et par défaut, prennent toute la largeur disponible. C'est-à-dire, vous devez leur spécifier une largeur, sinon ils prennent toute la largeur de la page. Nous avons aussi la valeur inline. Dans ce cas-là, l'élément est affiché et se comporte comme un élément de type inline. Comment se comportent les éléments de type inline? Donc, les éléments de type inline vont se mettre les uns à côté des autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, donc sur la même ligne. Autre chose, ils ne prennent que l'espace nécessaire à leur contenu. C'est-à-dire, même si vous donnez une largeur à un élément de type inline, sa largeur sera toujours égale à la largeur du contenu. Par exemple, s'il contient du texte, ce sera la largeur du texte qu'il contient. Même si vous lui spécifiez une valeur de l'attribut width, elle ne sera pas efficace, elle n'aura aucun effet dessus. Troisième valeur, c'est inline block. Inline block, c'est une combinaison des deux. Donc, l'élément va s'afficher comme un élément inline, c'est-à-dire que les éléments vont se positionner à l'horizontale les uns à côté des autres. Sauf qu'il peut aussi avoir une hauteur et une largeur, tout comme les éléments de type bloc. Donc, inline block va hériter des propriétés de inline et des propriétés de bloc. Ils se mettront à l'horizontale, comme les éléments inline, mais ils seront dimensionnables avec la hauteur et la largeur, comme les éléments bloc. On l'utilise très souvent quand, par exemple, on veut créer des boutons ou des menus de navigation. D'accord? Donc, voilà un petit peu les valeurs dont on aura besoin. D'accord? On va prendre un petit exemple. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre un menu et le transformer en menu horizontal en utilisant inline block. D'accord? Donc, la propriété display. Donc ici, j'ai pris un document qui ne contient que le menu. Finalement, ce qui m'intéresse dans le document, c'est juste le menu. Quel est le comportement par défaut des éléments LI? Les éléments LI sont des éléments de type bloc, c'est-à-dire qu'ils se mettent naturellement les uns en dessous des autres. Moi, je veux que ce menu s'affiche d'une manière horizontale, comme si c'était des boutons. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, regardez le code CSS. Qu'est-ce que je vais faire ici? Pour les éléments LI, c'est-à-dire nav LI, c'est quoi? C'est un sélecteur qui me dit les éléments LI inclus dans la balise nav, c'est-à-dire les LI qui sont dans le menu. Regardez ce qu'on a mis, display inline block. À votre avis, est-ce qu'on va voir des éléments à la verticale ici? Normalement, non. Normalement, ici, les éléments qui étaient d'habitude à la verticale, les listes, on les a toujours vues s'afficher les unes en dessous des autres. Ici, elles vont se mettre les unes à côté des autres à cause de ce display inline block. D'accord? On va essayer de voir ce que ça donne. Et regardez, vous avez des éléments qui sont positionnés les uns à côté des autres. Ça, c'est pourtant une liste. Hein? C'est une liste UL. Alors, les listes UL, normalement, les éléments vont se mettre lien 1, lien 2, lien 3, lien 4 à la verticale.
On a obtenu cet alignement horizontal en utilisant le display. D'accord? Donc, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Soit vous utilisez le float, soit vous utilisez le display. Alors maintenant, on passe aux propriétés de mise en forme du texte. D'accord? Donc, nous avons la possibilité de modifier le texte en utilisant certaines propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer dans un texte? On peut déjà changer la police. Donc, ici, on peut utiliser font family. Alors, ici, on n'est pas obligé de donner une seule valeur de police. On peut en donner plusieurs. Alors, pourquoi on n'en donne pas une seule? Si vous donnez une seule, vous n'avez jamais la garantie qu'elle est disponible au niveau du navigateur du client. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner au moins 2 ou 3 polices, en mettant bien sûr la police préférée en premier. D'accord? Ensuite, font size, c'est la taille du texte. Alors, on peut la donner d'une manière absolue comme on peut la donner d'une manière relative. D'accord? Donc ici, si on la donne, on peut la donner en pixels comme on peut la donner en pourcentage. Si vous mettez par exemple 120%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce texte sera plus grand de 20% par rapport à ce qui l'entoure. Nous avons aussi font weight pour mettre le texte en gras, font style pour le mettre en italique et text decoration qui va contenir des éléments, par exemple le soulignement, la ligne au-dessus, le barré ou le clignotant. Le soulignement, c'est underline. La ligne au-dessous, c'est overline. Le texte barré, c'est line through. Et le texte clignotant, pour attirer l'attention, c'est blink. Si vous mettez known, il va enlever la décoration que vous aviez associée. C'est-à-dire, si vous aviez un élément souligné et que vous mettez text decoration no, il va enlever le souligné. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser, par exemple, pour modifier les liens de navigation. Quand je veux mettre des liens de navigation pour qu'ils apparaissent sous forme de boutons, je vais leur enlever le souligné. Comment on fait? Text decoration no. Nous avons aussi la propriété text line qui permet d'aligner notre texte. Donc, left, center, right et justify. Vertical align, c'est pour l'alignement vertical. Ça peut servir dans les cellules de tableau. Ça peut servir quand vous avez du texte à l'intérieur d'un cadre. D'accord? Donc, baseline, il se met tout à fait en bas. Middle, il sera au milieu. Et vous avez aussi sub, super, top et bottom. D'accord? Donc, vous avez plusieurs façons d'aligner verticalement votre contenu. C'est utilisé pour les tableaux, comme c'est utilisé aussi quand on a du texte à l'intérieur d'un cadre. Alors, pour les tailles de police, donc nous avions vu le pixel, nous avions vu le pourcentage, mais il y a aussi d'autres unités. Donc, on peut avoir le point, on peut avoir le centimètre, le millimètre, le pouce. On peut aussi avoir des unités de taille relative, comme par exemple EN ou bien EX. EM, c'est la taille du caractère M dans votre police de référence et EX représente la taille du caractère X. D'accord? Alors, pourquoi on les utilise? On les utilise pour que la taille du texte soit donnée relativement à la taille de ce qui l'entoure. C'est-à-dire, si j'ai un texte de grande taille, la valeur sera grande. Si j'ai un texte de petite taille, la valeur sera plus petite. Il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est l'utilisation des mots-clés de taille. Là aussi, c'est relatif, parce que quand je mets par exemple small, small sur un petit écran ou sur un grand écran n'aura pas la même valeur, mais il sera toujours plus petit que ce qui l'entoure. Une autre valeur utilisée, c'est le VW. VW qui veut dire view, c'est 1% de la largeur de la vue d'affichage. Alors, on l'utilisera surtout lorsqu'on voudra avoir un design adaptatif ou un responsive design. D'accord? Donc, il y a plusieurs unités, mais on favorisera toujours les unités relatives. Pourquoi?
Parce que mon but, c'est d'avoir un document qui puisse s'adapter au mieux à la taille de l'écran d'affichage. Alors, je ne pourrais pas adapter mon texte à l'infini parce que vous savez très bien que pour des raisons de clarté ou de lisibilité, si je réduis la taille de la police au-delà d'un certain seuil, le texte ne sera plus lisible et donc il ne servira à rien. Donc, je peux travailler avec les approches relatives, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une taille minimum en dessous de laquelle il faudra changer carrément de design si on veut que le texte soit toujours lisible. Alors, de quoi on a besoin aussi? Nous avons besoin bien sûr de propriétés de couleur et de fond. Alors, les couleurs, ça peut concerner le texte comme ça peut concerner l'arrière-plan. Pour le texte, c'est la propriété color. D'accord? Quelles sont les valeurs qu'elle peut accepter? Soit vous lui donnez le nom de la couleur en anglais, c'est un mot-clé. Soit vous lui donnez le code RGB, c'est-à-dire le code rouge, vert, bleu, que vous pouvez récupérer de certains logiciels spécialisés ou tout simplement de la palette de Paint que vous pouvez avoir sur toutes les machines. Vous pouvez aussi avoir un code couleur en hexadécimal, pareil, que vous pouvez récupérer de certains logiciels spécialisés. Alors, on peut aussi avoir une couleur de fond, background color. Pareil, les valeurs, ça peut être le nom, ça peut être le code RGB ou le code en hexadécimal. Et on peut avoir aussi une image de fond. Si vous vous rappelez, quand on a étudié les images, je vous ai dit il y a deux types d'images. Il y a les images de fond et il y a les images d'illustration. Quand c'est une image de fond, un arrière-plan, vous allez l'ajouter avec background image. C'est-à-dire, on va l'ajouter en CSS. Et quand c'est une image d'illustration, c'est-à-dire qu'elle fait partie du contenu, je la mets dans le code HTML. Nous avons aussi background repeat. Elle permet la répétition d'un fond plusieurs fois dans un cadre. À quoi elle peut servir? Des fois, on peut avoir un arrière-plan qui se répète. Par exemple, un arrière-plan sous forme de mosaïque. Afin de réduire le temps de chargement de l'image, qu'est-ce que je peux faire? Je peux découper l'image en petits cadres, donc qui va se répéter, par exemple 10 fois, 20 fois, 100 fois, etc. Je ne chargerai que la petite image et je lui mets un background repeat. D'accord? Donc, ça permet de gagner du temps dans le chargement de l'image en donnant juste une portion qui sera répétée par le navigateur. Background position, c'est la position du fond. Donc, votre image d'arrière-plan, par exemple, où est-ce que vous voulez qu'elle soit positionnée? D'accord? Ça, bien sûr, c'est dans le cas où elle n'encadre pas, où elle ne prend pas toute la largeur disponible. Et enfin, background attachment, donc elle va attacher une image de fond à la fenêtre. Vous avez deux façons de faire. Soit l'image va défiler en même temps que le texte, c'est-à-dire si je fais défiler la page, le texte défile, l'arrière-plan aussi. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est scroll. Deuxième solution, c'est je peux faire défiler le texte alors que l'arrière-plan reste figé. D'accord? C'est comme si le texte défilait au-dessus de l'image d'arrière-plan. Donc, dans ce cas-là, c'est background attachment fixed. D'accord? Donc, vous avez un arrière-plan qui est fixé. Donc, voici un petit peu certains éléments CSS qui peuvent être utiles. Alors, bien sûr, on n'a pas fait une étude approfondie de CSS, mais vous avez le nécessaire pour faire une page web simple. D'accord? Maintenant, on va voir quelques exemples d'applications. Premier exemple, c'est comment faire la mise en page d'une page HTML en utilisant CSS. D'accord? Donc, ici, on va utiliser les propriétés float et clear qu'on avait présentées juste avant. D'accord? S'il vous plaît, je dois vous quitter juste pour 2 minutes, je reviens tout de suite, d'accord? Ne quittez pas, s'il vous plaît, je reviens.
Alors, je m'excuse. Alors, on revient au cours. Donc, je vous avais dit, en utilisant float et clear, nous avons la possibilité de faire la mise en forme d'une page. D'accord? Après, bien sûr, l'avoir découpée en HTML en plusieurs entités sémantiques. Voici un petit exemple très simple. Donc, nous avons une structure globale donc, qui correspond à une page HTML minimale. Elle contient un élément header qui est tout à fait en haut. Ensuite, nous avons le nav qui est en parallèle avec section, c'est-à-dire alignement horizontal. Et ensuite, je reviens au comportement par défaut avec un footer qui est aligné à la verticale. Quel est le code CSS correspondant? Vous allez prendre le header, c'est le comportement par défaut. Donc, il n'y a pas de code CSS à lui associer en particulier. Pour le nav, on va lui mettre float left parce qu'il est flottant et qu'il est à gauche. Width 25%. Ça, on l'avait dit tout à l'heure. Si je ne lui spécifie pas cette largeur, il prendra toute la largeur disponible et donc je n'obtiendrai pas la mise en forme souhaitée. Ensuite, section, pareil, float left. Alors remarquez, je leur ai donné tous les deux float left. Je n'ai pas mis float left, float right. Qu'est-ce qui va se passer quand je donne à section float left? Il se mettra le plus à gauche possible, c'est-à-dire qu'il va être collé à l'élément nav. Il arrivera juste après, avec bien sûr une largeur de 75%. Maintenant, qu'est-ce qui se passera si je dépasse 100%? Par exemple, ici, j'ai mis 25%. Ici, je vais mettre 90%. Qu'est-ce qui va se passer? L'élément section n'aura pas suffisamment d'espace pour s'afficher. Et donc, il va sauter à la ligne. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir un alignement vertical, donc un alignement faux. Donc, si vous faites votre mise en forme et que vous voyez que malgré que vous avez mis float, l'élément se met quand même en bas, la première chose que je vous demande de vérifier, c'est quoi? Vérifiez si vous avez donné les bonnes largeurs. Si les largeurs ne conviennent pas, s'il n'y a pas assez d'espace pour que l'élément s'affiche, eh bien sûr, il va revenir à la ligne et donc il va fausser votre mode flottant. Vous allez avoir une mise en forme qui est fausse. Une fois qu'on a terminé avec le nav et section, footer s'aligne à la verticale. Et donc, je n'ai plus besoin du mode flottant. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Clear, both, et with 100%. Pourquoi? Parce que l'élément va prendre toute la largeur disponible. D'accord? Donc, pour ça, on peut voir l'exemple. Je vous avais déjà présenté un élément. Je peux le représenter si vous voulez. Alors, bien sûr, n'oubliez toujours pas, donc on n'en parle pas, mais c'est valable pour la plupart des exemples étudiés, box sizing border box. Donc, voici ce que vous allez obtenir. Le nav, float left, largeur 25%. Section, float left, largeur 75%. Et footer, clear, both. À l'exécution. Voilà ce que nous allons avoir. D'accord? Maintenant, on peut aussi utiliser display inline block. Donc, cette propriété permet de modifier le comportement d'un élément en combinant les modes en ligne et bloc. D'accord? Donc, ici, un exemple d'application. Comment créer un menu horizontal à partir des éléments LI? Les éléments LI qui sont initialement des éléments de type bloc. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre display inline block et on leur spécifie une hauteur et une largeur. Pourquoi j'ai le droit de leur spécifier une hauteur et une largeur? Parce que j'ai dit inline block, donc ils se comportent un petit peu comme des éléments de type bloc. Maintenant, si vous avez un menu de navigation, comment on le définit en HTML? Alors, on avait dit que le menu de navigation, c'est toujours une balise nav. Alors, pour nous faciliter la définition de notre menu de navigation, prenez toujours l'habitude de mettre vos différents liens dans une liste UL, c'est-à-dire une liste non ordonnée. Ça va énormément nous faciliter ensuite le travail. D'accord? Donc, le nav, vous ne mettez pas directement les liens dedans, vous les mettez dans une liste UL et chaque LI sera un élément A, c'est-à-dire un lien vers une partie.
Donc ici, ce sera les liens pour les différentes parties de la page ou bien les différentes pages de notre site. D'accord? Maintenant, je veux transformer ce menu en menu vertical. Qu'est-ce que c'est qu'un menu vertical? C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit des liens, je veux que ce soit des boutons. Comment obtenir ceci? Alors, voilà ce qu'on veut obtenir au fait. On veut obtenir cette apparence de bouton. Alors, ce que vous voyez là, c'est quoi? Ce sont des éléments de liste avec des liens de navigation. Mais quand vous les voyez comme ça donne une forme de menu. Pourquoi? Parce qu'on les a définis sous forme de boutons. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment avoir ce rendu-là. On revient à l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, le nav float left width 25%, ça on l'avait vu. Ensuite, nous avons un menu qui est constitué de liens de navigation. Les liens sont par défaut soulignés. Mais si je le laisse souligné, il n'aura pas l'apparence d'un bouton, il aura l'apparence d'un lien. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui enlever le soulignement en mettant Text Decoration No. Ensuite, pour la liste, alors en général, les listes non ordonnées contiennent des puces. Là aussi, je vais enlever les puces. Pourquoi je les enlève? J'enlève les puces et j'enlève les espacements afin que ça ne donne pas l'air de puce. Je veux que ça apparaisse sous forme de bouton, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? List style type, qui est la propriété pour définir les listes, sera no, c'est-à-dire j'aurai une liste qui n'aura pas de puce ou bien de bouton à côté ou de tiret. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Pour que ce ne soit pas collé, regardez ici, si les éléments sont collés les uns aux autres, ça n'aura pas l'apparence de bouton. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre les différents éléments. Comment on le fait? On le fait en ajoutant des marges. D'accord? Donc, ça va donner une apparence de bouton. Pour améliorer encore l'effet, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque l'élément est survolé, on va changer sa couleur d'arrière-plan. Ça donne l'impression que vous avez un bouton et que ce bouton est en train de réagir. Voilà le rendu que vous allez obtenir. On a transformé des liens de navigation, d'accord, et une liste en bouton. Regardez, les liens ne sont pas soulignés et pour votre liste, il n'y a pas de point ni de tiret. D'accord? Donc voilà comment on crée un menu vertical en utilisant CSS. Maintenant, si je veux que mon menu devienne un menu horizontal, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on avait vu ça tout à l'heure sur un exemple. Et dans l'exemple qu'on avait vu, on avait utilisé inline block. D'accord? Je reviens sur l'exemple si vous voulez. Alors, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, alors le menu, c'est toujours la même chose. Une balise nav, un élément UL et plusieurs liens LI. Comment j'ai fait ici pour en faire un menu horizontal? J'ai mis display inline block. D'accord? Alors, quand on exécute, les éléments, en effet, se mettent les uns à côté des autres. Il y a une deuxième solution, d'accord, qui permet d'obtenir la même chose, mais cette fois-ci en utilisant le float. Donc, vous avez le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour les éléments LI, on mettra tout simplement float left. Et pour les liens A à l'intérieur, on met inline block. Pourquoi? Pour pouvoir leur donner une dimension, pour leur donner un aspect de bouton. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai utilisé le float left, d'accord, pour les éléments LI. Voici un exemple. Alors, toujours, le code HTML est le même. C'est une liste UL avec des éléments LI. Alors, comment on fait ici pour en faire donc un menu horizontal? On utilise float left. Alors, on ne peut pas utiliser float left tout seul parce que sinon, je ne pourrais pas dimensionner les éléments LI. Pour leur donner une dimension, qu'est-ce que je vais faire?
LIA, c'est-à-dire les liens A qui sont à l'intérieur de LI, seront de type inline block, afin de pouvoir ensuite leur donner une taille. À l'exécution, ça donne la même chose. C'est un menu. Regardez, c'est un menu horizontal. Donc, je peux avoir un menu horizontal avec float left. Je peux avoir un menu horizontal avec display inline block. D'accord? Donc, voilà pour les différents menus. Donc, menu vertical, menu horizontal avec float left, menu horizontal aussi avec display. Alors, une autre application, c'est comment faire la mise en forme d'un formulaire en CSS. Quelles sont les mises en forme intéressantes à faire sur un formulaire? D'accord? Alors, déjà, que vous avez remarqué que pour les formulaires, plusieurs éléments très différents sont définis par une même balise, qui est la balise input. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Si j'utilise le sélecteur input tout seul, il me donnera tous les éléments de liste de type input et ils sont très différents. Si je veux cibler un type particulier, par exemple les champs de texte, il me faudra toujours utiliser un sélecteur de valeurs d'attributs qui est dans notre cas input type égale quelque chose. Donc input type égale à texte, input type égale à radio, afin de pouvoir sélectionner le champ en question. D'accord? Quelles sont les propriétés CSS que je peux utiliser pour un formulaire? D'accord? Alors, première chose, par défaut, le texte va coller aux bordures, le texte que vous allez saisir. Alors, pour éviter ça, ajoutez un padding au champ de texte, d'accord? Et aussi des margins pour ne pas coller les champs et pour ne pas coller le texte aux différents champs. Autre chose, pour éviter les débordements, utilisez toujours box sizing border box. C'est joli aussi d'avoir un formulaire qui a la même largeur pour toutes les commandes. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien de mettre width égale à 100%, d'accord? Pour les champs de texte, les mots de passe, les listes, les boutons, d'accord? Ainsi que submit et reset. Donc, ça vous donne. Donc, esthétiquement, ça donne un meilleur rendu. Vous pouvez arrondir les contours de vos champs de formulaire avec border radius et modifier les bordures et l'arrière-plan pour décorer, mais aussi pour attirer l'attention de l'utilisateur sur l'élément qui est en cours. Et pour revenir à la ligne automatiquement, on peut mettre display block aux différents éléments. Rappelez-vous, la plupart des champs de formulaire sont de type inline. Par exemple, les champs input sont de type inline, c'est-à-dire ils se mettent les uns en dessous des autres. On va faire prochainement un TP sur les formulaires. Vous allez voir que dans les formulaires, si vous voulez revenir à la ligne, vous serez obligé à la fin de chaque champ d'ajouter BR. Afin d'éviter d'ajouter des BR à chaque fois, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre votre code HTML normalement et quand vous arrivez à la partie CSS, pour les éléments de formulaire, vous allez mettre display block. Qu'est-ce qui va se passer? Vos éléments vont revenir automatiquement à la ligne sans avoir besoin d'ajouter BR à chaque fois. Voici un exemple d'affichage qu'on pourrait obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez, le texte ne colle pas à la bordure. Il y a un espace entre les champs. Donc, le texte qui ne colle pas à la bordure, c'est padding. La distance entre les différents champs, c'est margin. Remarquez que tous les champs ont la même largeur. Ça, c'est quoi? C'est le width égal à 100%. Et après chaque champ, on revient à la ligne avec la propriété display block. D'accord? Maintenant, concernant particulièrement les champs de saisie, texte, mot de passe, nombre, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour faciliter la saisie de l'utilisateur, on peut modifier la bordure ou l'arrière-plan d'un champ dès qu'il est sélectionné par l'utilisateur. Pourquoi? Ça permet à l'utilisateur de savoir quel est le champ qui est en train d'être saisi. Dès que vous mettez le curseur sur un champ, ce champ est mis en évidence. D'accord? Donc ici, par exemple, si vous voulez que votre champ texte ait une bordure plus épaisse dès que vous le sélectionnez, vous utilisez la pseudo-classe Focus. Focus, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le curseur est sur cet élément. C'est cet élément qui est en train d'être saisi. Donc, vous pouvez lui changer de bordure, comme vous pouvez bien sûr changer la couleur de son arrière-plan. C'est vrai que ça a un aspect esthétique, mais ça permet aussi d'aider l'utilisateur et de lui faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'il sait exactement quel est le champ qu'il est en train de remplir. Maintenant, pour les listes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les listes? Une largeur de 100%, définir un padding, c'est-à-dire pour que le texte ne colle pas aux bordures de la liste, d'accord? On peut enlever la bordure de la liste, ça fait plus joli. Border known, d'accord? On peut arrondir les contours et on peut lui spécifier, par exemple, une couleur de bordure, d'accord? Ça, c'est les choses qu'on peut faire sur une liste. Les champs text area. Alors, text area, c'est les champs de type texte étendu. C'est un paragraphe, par exemple, pour écrire un commentaire, pour écrire une adresse, etc. Pareil, donc on lui donnera une largeur de 100%. On peut lui associer un padding pour qu'il ne colle pas aux parois. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut interdire le redimensionnement de cet élément en mettant resize no. Par défaut, un champ text area, donc sur son coin donc inférieur droit, donc ce coin-là, vous pouvez agrandir ou réduire la taille d'un champ text area. D'accord? Mais des fois, il peut modifier ou chambouler la mise en forme de votre formulaire. Donc, vous pouvez choisir Resize No pour interdire à l'utilisateur de modifier ses dimensions et donc de fausser toute la mise en forme. Nous avons aussi les boutons Reset et Submit. Donc, on peut les mettre à une largeur de 100%. On peut changer aussi le curseur dessus, d'accord? Donc, le curseur par défaut, c'est une main. Comme ce sont des boutons, on peut le modifier pour mettre c'est-à-dire un pointeur de souris, au lieu que ce soit la main. Autre chose, on peut rendre nos boutons réactifs, que ce soit un bouton normal, que ce soit les boutons Reset et Submit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'il est survolé par la souris, eh ben, on lui change de couleur d'arrière-plan afin d'attirer aussi visuellement l'attention de l'utilisateur. Je ne sais pas si j'ai un exemple de formulaire. Voici un exemple de formulaire. Donc, j'ai mis le tout à 100%. Regardez pour le bouton Submit. Dès que je mets le curseur dessus, la couleur change. Ici, dès que je mets le curseur sur un élément, vous avez remarqué que sa bordure change. J'ai mis un espace, donc je ne colle pas le texte aux parois. D'accord? Et ça, c'est un champ de texte étendu. On va voir ensemble le code source de cet élément-là. Donc, voici le formulaire. C'est un formulaire très simple. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un champ de texte. Il contient les étiquettes. Donc, des champs de texte, des étiquettes et un bouton à la fin et une liste. Quel est le code qui a permis d'obtenir ça? Donc, box sizing border box, c'est tout le temps la même chose. Ensuite, pour les différents éléments, j'ai mis width 100%. J'ai associé un padding pour que le texte ne colle pas aux parois. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Lorsque le bouton Submit est survolé, je lui change d'arrière-plan. D'accord? Donc, pour obtenir un design adapté. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Lorsqu'un élément est sélectionné, attendez, je cherche une minute.
Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est lorsqu'un élément est sélectionné, on change l'épaisseur de sa bordure. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu pour la mise en forme des formulaires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut agir sur field set et legend. Qu'est-ce qu'on avait dit? Field set et legend, c'est la façon que nous avons de découper sémantiquement et d'organiser notre formulaire en plusieurs sections. Field set, c'est une partie de formulaire. Alors, en général, field set représente un groupe d'éléments qui partagent une sémantique commune, c'est-à-dire toutes les commandes qui sont à l'intérieur d'un field set permettent de collecter des informations pratiquement d'un même type, des informations qui se rapprochent. Par exemple, si je dois récupérer les informations d'un étudiant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une partie concernant son état civil, j'aurai une partie concernant ses diplômes, et ainsi de suite. Donc, la partie, par exemple, qui concerne l'état civil, ce sont plusieurs champs qui se rapportent au même domaine. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, etc. Donc, on peut les mettre dans le même field set. Afin de mieux illustrer le contenu d'un field set, on lui associe un autre champ qui est legend. Legend, c'est en quelque sorte le titre du field set. Alors, ça, c'est l'aspect sémantique. Quand on arrive à CSS, on peut utiliser field set et legend aussi pour améliorer le design de notre formulaire. Par exemple, on peut changer la bordure ou l'arrière-plan d'un field set, d'accord? Comme on peut modifier le style du texte de l'élément legend, d'accord? Alors, une chose importante, on l'avait dit en HTML quand on a étudié les tableaux, mais je préfère le répéter quand même. Il est interdit d'utiliser un tableau pour faire la mise en forme d'un formulaire ou autre. Quand on veut faire de la mise en forme, on le fait toujours en CSS. Quand est-ce que vous allez utiliser un tableau? Vous allez utiliser un tableau uniquement si vous avez des données qui se présentent sous forme de tableau, jamais pour faire de la mise en forme. D'accord? Maintenant, on a terminé les exemples qu'on voulait présenter. Donc, on a essayé de voir un petit peu comment créer un menu vertical, comment créer un menu horizontal, comment mettre en forme un formulaire, comment mettre en forme une page simple. Maintenant, on revient aux éléments de CSS. Alors, pour les couleurs, on avait vu deux propriétés de couleurs. La propriété color, qui est la couleur du texte, et la propriété background color, qui est la couleur d'arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les valeurs, ça pouvait être un mot-clé qui représente la couleur, ça pouvait être aussi la notation RGB, et ça pouvait être la notation hexadécimale. D'accord? Alors, RGB, c'est quoi? C'est la synthèse additive, c'est-à-dire que chaque couleur est considérée comme étant l'addition de trois couleurs de base, qui sont le vert, le bleu et le rouge. Donc, nos écrans fonctionnent avec ce principe-là. D'accord? Donc, chaque fois que vous voulez définir une couleur, vous devez lui donner trois paramètres. Le pourcentage ou bien la quantité de rouge qu'elle contient, la quantité de vert et la quantité de bleu. Par où on les récupère? On les récupère en général de certains logiciels spécialisés. Si on n'en dispose pas, on peut toujours le faire sur Paint. D'accord? Il y a même des pages. Par exemple, la page de W3 Schools, elle vous donne un outil, une palette de couleurs qui vous permet de récupérer le code RGB de la couleur que vous souhaitez. Alors, pour les couleurs les plus fréquemment utilisées, je vous ai donné directement les mots-clés. D'accord? Ainsi que leur code RGB. Quand on a besoin d'une couleur plus précise, il n'est plus intéressant d'utiliser les mots-clés, il vaut mieux passer au code RGB. Alors, on revient sur une propriété qu'on avait déjà vue. C'est la propriété display. Nous avions vu la propriété display qui permettait de modifier le comportement d'un élément. Nous allons voir ici une autre application de display. Alors, le but ici,
c'est de faire de l'affichage et ou bien du masquage d'éléments. D'accord? C'est-à-dire, je veux masquer ou cacher à l'écran un élément du document, un élément qui est caché et qui va apparaître. L'une des utilisations, par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça dans les formulaires, par exemple, quand vous avez un quiz, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne la question et puis on vous demande d'abord de soumettre la réponse avant de vous afficher la réponse. Des fois, la réponse était déjà là. Ce n'est pas tous les formulaires, bien entendu. Mais dans certains cas, il y a la réponse qui apparaît juste à côté, comme par enchantement. Où est-ce qu'elle était? C'était tout simplement un texte qui était caché. D'accord? C'est ce qu'on appelle masquer un contenu. On peut le faire de deux manières différentes. Soit en utilisant la propriété visibility, d'accord? Si vous lui donnez la valeur hidden, l'élément est masqué et donc n'apparaît pas à l'écran. Par contre, il reste dans le flux courant du document. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si j'avais mis quelque chose sur l'élément et qu'il n'apparaissait pas à l'écran. Par contre, il reste un espace vide et donc l'utilisateur devine qu'il y a quelque chose quelque part. D'accord? Donc, vous avez un espace vide et dès que vous changez visibility, l'élément apparaît dans cet espace-là. Donc, si vous voyez qu'un élément est caché, qu'il y a un espace vide qui lui est réservé, quelle est la propriété qui a été utilisée? C'est visibility hidden. Il y a une deuxième façon de faire les choses. Je veux que l'élément disparaisse, mais je ne veux pas laisser de traces. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait un espace vide qui apparaisse sur le document. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la propriété display avec la valeur known. Si vous mettez display égale à known, l'élément est masqué, il va complètement disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'espace vide qui sera laissé au niveau du document. D'accord? Display known, l'élément disparaît. Si vous voulez faire réapparaître l'élément, qu'est-ce que vous avez à faire? Donnez-lui une valeur différente de known. Vous pouvez lui donner la valeur display inline, display block. Tout ce qui est différent de la valeur known va faire apparaître l'élément à l'écran. D'accord? Alors, ces éléments-là, en général, ils ne sont pas utilisés tout seuls. Donc, on a une valeur initiale gérée par CSS, mais tout l'intérêt de cacher un élément, c'est de le faire apparaître à un moment donné. Et ça ne peut pas se faire en HTML ni en CSS, ça va se faire en JavaScript. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de cacher un élément, et puis je prévois dans ma page un script qui va permettre de faire apparaître l'élément par la suite. D'accord? Alors, nous avons des propriétés générales et nous avons des propriétés qui sont spécifiques à certains types d'éléments. Par exemple, les tableaux. Pour un tableau, je peux utiliser des propriétés qu'on a déjà étudiées. L'alignement, les couleurs, etc. Mais il y a des propriétés qui sont nécessaires pour les tableaux. Première chose, dans le premier TP, nous avions constaté qu'un tableau, si on ne lui mettait rien, c'est-à-dire si je mets la balise table toute seule, le tableau s'affichait sans aucune bordure. On avait ajouté pour le premier TP l'attribut border égale 1 afin de donner une bordure à l'élément. Et je vous avais dit, on va étudier ensuite un meilleur moyen de faire les choses en CSS. Eh bien, le jour est venu où nous allons étudier les propriétés des tableaux et donc comment ajouter une bordure à un tableau sans toucher à son code HTML. Donc, à partir de maintenant, on va enlever border égale à 1. Avec quoi on va la remplacer? On va mettre table, virgule, th, virgule, td, c'est-à-dire le tableau et les cellules. On leur ajoute une bordure. D'accord? Vous leur donnez donc leur bordure. Et vous ne le faites pas que pour le tableau. Si vous mettez table et vous lui ajoutez la propriété border, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le cadre extérieur uniquement. Si vous voulez avoir un quadrillage complet du tableau, vous allez mettre table, th, td, et vous lui ajoutez la propriété border. Alors, autre chose, les tableaux en général, si vous leur associez une bordure, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura la bordure du tableau
et il y aura une bordure pour chaque cellule. C'est-à-dire que vous allez obtenir à la fin une sorte de double bordure, ce qui n'est pas très joli. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on veut avoir un quadrillage simple, comme on a l'habitude de le faire, par exemple, avec un éditeur de texte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner les bordures qui sont voisines. Au lieu d'avoir deux traits, je vais avoir un seul trait. J'utilise la propriété border collapse, donc qui va faire la fusion des bordures du tableau et des cellules. On peut spécifier la largeur et la hauteur d'un tableau, l'alignement horizontal, l'alignement vertical du texte. On peut définir aussi le comportement lorsque j'ai des cellules vides. Est-ce que vous voulez que les cellules vides soient quand même affichées ou vous voulez les enlever de votre tableau? Ça, c'est une propriété qui est un petit cells. D'accord? Vous lui dites hide, il va cacher la cellule si elle est vide. Vous lui mettez show, il va afficher la cellule même si elle est vide. Donc, c'est selon votre choix personnel. Caption site. Donc, on avait la possibilité, on avait vu en HTML qu'on pouvait ajouter l'élément caption qui donnait un titre au tableau. On peut le mettre avant le tableau, c'est-à-dire en haut, comme on peut le mettre en bas. Donc, pour le contrôler en CSS, vous utilisez caption site. Vous lui dites est-ce que vous voulez que ce soit top ou bien bottom. Pareil, ici, j'ai des propriétés qui sont propres aux listes. Alors, jusque-là, on n'avait aucun moyen de contrôler les listes. Si je mets une liste OL, j'aurai les numéros 1, 2, 3 qui s'affichent. Mais je n'ai pas la possibilité de changer de style de nombre. Si j'ai une liste UL, liste non ordonnée, qu'est-ce qu'on a par défaut? Par défaut, comme on l'a vu dans le premier TP, donc c'est des points. D'accord? C'est un disque qui va s'afficher, un disque noir. Si je veux modifier ce comportement, je peux le faire en CSS avec la propriété list style type. C'est le type de marqueur de liste. Disc, circle, square. Ça, c'est pour les listes non ordonnées. Pour les listes ordonnées, vous pouvez avoir decimal, lower Roman, upper Roman. D'accord? Donc, vous pouvez avoir plusieurs types de numérotation pour les listes numériques et plusieurs types de tirets, de cercles, de carrés, etc. pour les listes non ordonnées. Si je veux retirer carrément le style de liste, je mets la valeur, donc list style type none. Une application possible, quand est-ce que je vais mettre list style type none? On avait vu un exemple tout à l'heure. On avait défini un menu sous forme de liste, mais sur ce menu-là, je ne voulais pas voir les points. Je voulais que ça apparaisse comme si c'était des boutons dans un menu de navigation. Qu'est-ce qu'il a fallu ajouter? List style type none. D'accord? Il fait disparaître les points. Alors, les listes aussi ont un retrait par défaut. D'accord? En général, c'est un retrait vers l'intérieur. Ça peut être aussi un retrait vers l'extérieur. On peut le contrôler ici avec list style position outside. Donc, les points seront en dehors de l'élément de liste et inside, les points seront à l'intérieur. On peut avoir aussi des puces personnalisées, c'est-à-dire sous forme d'image, en utilisant list style image. Et on peut combiner tout ça dans une notation abrégée qui est list style. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Vous allez lui donner comme paramètre, le premier, c'est list style type. Le deuxième, c'est list style position. Et le troisième, c'est list style image. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui avez donné un style de liste et vous lui avez donné une image. Comment il va fonctionner? Il va d'abord essayer de charger l'image que vous lui avez donnée. S'il la trouve, les puces qu'il va afficher, c'est l'image que vous avez choisie. Si cette image n'arrive pas à être chargée ou n'arrive pas à être affichée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabattre sur le plan B, qui est list style type. D'accord? Donc, il cherche d'abord à afficher l'image. S'il n'y arrive pas, il va mettre des cercles ou bien des disques selon le choix que vous avez défini. Donc, il aura toujours un plan B pour afficher sa liste. Maintenant, une remarque importante. Nous avons les listes UL, nous avons les listes OL et les listes DL. Mais lorsqu'on arrive à list style type,
c'est le même attribut pour toutes ces listes. Maintenant, question. Si j'ai défini une liste ordonnée, c'est-à-dire une liste numérotée, par défaut, une liste numérotée, donc ce sera 1, 2, 3, etc. Si, lorsque j'arrive à CSS, je prends cette liste numérotée et je lui mets list style type square, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai donné un carré, c'est-à-dire c'est des tirets ou des points, comme si c'était une liste non ordonnée. Or, c'est une liste OL. Eh bien, le navigateur va donner la priorité à CSS. Si vous définissez une liste ordonnée et qu'en CSS, vous lui mettez des carrés, eh bien, il va l'afficher sous forme de liste non ordonnée. Et l'inverse est vrai. Si vous avez une liste UL, la liste UL, c'est la liste non ordonnée. Normalement, ça s'affiche sous forme de points. Si j'arrive à CSS et je mets list style type decimal, c'est-à-dire valeur numérique décimale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'afficher sous format numérique, 1, 2, 3, etc. Et pourtant, à la base, c'était une liste non ordonnée. Donc, quand tout se passe bien, c'est bon. S'il y a conflit entre ce que dit HTML et ce que dit CSS, c'est CSS qui va l'emporter. D'accord? On termine avec les éléments div-span, qui sont des éléments de HTML, mais dont le rôle essentiellement, d'accord, vise à nous faciliter le design en CSS. D'accord? Donc, lorsqu'on associe div et span avec les feuilles de style, ces éléments peuvent nous faciliter la mise en forme. Lorsque vous avez des éléments que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez leur associer une même mise en forme, mais ces éléments n'ont aucun lien sémantique entre eux. Qu'est-ce que je vais utiliser dans ce cas? Je vais utiliser div. Si j'ai une ligne de texte ou une partie d'une ligne, d'accord? Une partie de texte que je veux, c'est-à-dire qui nécessite une mise en forme particulière, mais qui n'a pas de sémantique spéciale, j'utiliserai l'élément span. D'accord? Donc souvent, div et span seront utilisés pour nous faciliter la mise en forme d'un élément. Alors, je terminerai avec une propriété donc, que j'aurais dû présenter en haut. On en avait parlé précédemment. C'est comment obtenir des angles arrondis. Alors, ça peut nous servir pour les cadres dans notre page HTML. Ça peut nous servir aussi pour les champs de formulaire. La plupart du temps, les champs de formulaire nous sont présentés sous forme d'angles arrondis. Ça fait plus joli. Donc, c'est la propriété border radius, d'accord? Et vous lui donnez les 4 paramètres. Donc, ça va donner l'arrondi de chaque côté. Si l'arrondi est le même de tous les côtés, vous pouvez donner directement. Donc, ici, si je mets border radius 10 pixels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un arrondi de 10 pixels partout. D'accord? Et je vous ai dit, c'est souvent utilisé avec les feuilles de style, avec les champs de formulaire, les champs de texte, etc. Donc, on utilise les angles arrondis. Donc, voilà ce que j'avais à présenter concernant le langage CSS. Alors, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusque-là? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais vous présenter un travail que je vous demanderai de faire. Donc, je ne dirai pas mini-projet, c'est juste un TP. Je vous en avais parlé, je crois, lors du premier cours. Donc, je vous ai dit, je vais vous donner un petit travail donc, que vous allez faire chez vous et qui va être noté comme étant un test de TP. D'accord? Donc, le travail, je ne veux pas vous le donner en fin d'année pour ne pas interférer avec votre projet. Donc, je vous donne quelque chose de très simple et je vous demanderai de le remettre après les vacances. Donc, voici le travail demandé. Et bien sûr, je vais envoyer ensuite l'énoncé à vos délégués et je vais le mettre sur le drive. Donc, vous le trouverez dans le même drive où j'ai l'habitude de mettre les supports de cours. Donc, le but de ce TP, c'est de créer un site web documentaire. D'accord? C'est un site statique que je vous demande avec HTML et CSS uniquement, qui va présenter un domaine scientifique de votre choix.
Donc, il va présenter l'informatique, la médecine, la physique. Le choix vous revient. Et puis, même dans un domaine, je peux prendre un sous-domaine. Par exemple, si vous ne voulez pas présenter l'informatique de manière générale, vous pouvez présenter, par exemple, introduction aux bases de données. Vous pouvez avoir, par exemple, introduction à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une discipline scientifique ou bien une partie d'une discipline. Donc, tout est accepté dans ce cas. D'accord? Alors, le but, c'est quoi? Ce n'est pas la recherche documentaire. Vous avez la possibilité d'aller voir sur le web, par exemple sur Wikipédia ou sur un autre site. Vous récupérez le contenu textuel et ce que je vous demande, c'est de créer la structure HTML et le code CSS associé. C'est-à-dire le contenu. Vous le récupérez directement sur le web. Ce que je vous demande, c'est quoi? C'est le code HTML et le code CSS. Ça doit être un travail personnel. S'il vous plaît, n'essayez pas de faire du plagiat. Ça ne sert à rien. C'est un très petit travail. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une application directe du cours. Et ce serait dommage quand même de passer à côté d'une occasion de pratiquer. D'accord? Donc, le site sera présenté sur plusieurs pages qui seront articulées autour d'une page principale qui est la page index.html. Cette page, c'est la page d'accueil. À partir de cette page, normalement, je suis censé avoir accès à tout le contenu du site via un plan du site. Les fichiers seront organisés en dossiers et mis dans un répertoire du projet. Donc, je vous l'avais dit déjà la première fois, je vous avais dit à chaque fois que je vous donne un travail à faire, on crée un nouveau répertoire, un nouveau dossier, et à l'intérieur, on va mettre tous nos fichiers. Maintenant, je ne vais pas mettre tous mes fichiers en vrac, je mettrai les fichiers à part, les feuilles de style à part, je mettrai les images s'il y en a à part, etc. D'accord? Donc, on va organiser les informations, on ne va pas mettre nos documents n'importe comment, on va les organiser dans des sous-dossiers, tout ça à l'intérieur d'un grand dossier. Je vais vous dire ensuite comment nommer le dossier pour pouvoir faciliter la correction. Alors, toutes les pages devront avoir un menu de navigation permettant de passer d'une page à l'autre dans le site. Pourquoi? L'un des problèmes de certains sites, donc l'une des erreurs graves, c'est d'avoir une page isolée. C'est-à-dire, je ne suis pas censé dans un site arriver à une page à partir de laquelle je ne peux pas revenir par un lien vers les autres pages. Je ne suis pas obligé d'utiliser les boutons de la navigation, par exemple précédent, etc. Normalement, vous me proposez toujours un menu de navigation qui me permet, à partir d'une page quelconque, de revenir ou d'aller là où je veux sur votre site. D'accord? Alors, ce TP devra être créé en 2 étapes. Donc, vous aurez votre recherche documentaire dans laquelle vous allez choisir un thème et récupérer des données. Ensuite, vous allez créer la partie HTML. La partie HTML, c'est le contenu et l'organisation. N'oubliez pas, bien sûr, de faire un balisage sémantique tel qu'on l'avait appris en cours. Une fois qu'on a terminé la partie HTML, sans aucune mise en forme, donc on n'ajoutera aucun attribut ou aucun élément de mise en forme, rien du tout. Quand on arrive à la partie CSS, là, vous pouvez vous faire plaisir pour faire votre design et sa mise en forme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la mise en forme de votre document, lui associer des couleurs, lui associer un arrière-plan, etc. Là, bien sûr, le choix vous revient. Maintenant, souvent, j'ai un problème avec les étudiants, c'est que les étudiants ne sont pas convaincus de leurs notes. Ils comparent entre eux les travaux et ils me disent, il y a des étudiants qui ont fait mieux que moi, qui ont fait moins que ça et qui ont eu de bonnes notes. Alors, j'ai cru bon de présenter à l'avance les critères d'évaluation. Sur quoi, au juste, nous allons vous évaluer? Alors, première chose, la richesse du contenu. Si j'ai un site qui est consistant et un site où j'ai des pages vides, il est clair que le site le plus consistant et le plus riche aura la meilleure note. Deuxième point important, la navigabilité du site. On en avait parlé tout à l'heure. Si je suis sur une page, je suis censé normalement avoir un menu qui me permet d'accéder à n'importe quelle autre page. Si j'ai une page qui est coupée du reste, ça veut dire que la navigabilité de votre site est mauvaise. Paramètre important, le balisage sémantique.
si vous avez un document dans lequel vous mettez tout dans des éléments div, sans tenir compte de la sémantique, il est clair que même si vous avez un bon design, vous aurez une mauvaise note. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tenu compte du balisage sémantique du document HTML. D'accord? Le balisage sémantique, c'est les balises header, footer, nav, section, etc., plus les éléments address, l'élément par exemple strong, etc. La propreté du code. Qu'est-ce que je considère comme un code propre? C'est le respect des recommandations de HTML5. Ne mettez pas des attributs de style à l'intérieur du code HTML5, par exemple. N'utilisez pas des balises qui sont obsolètes, qui ont été retirées de HTML5. Par exemple, les balises font et les balises center ont été retirées. Il ne faudrait pas les retrouver dans votre code. Autre paramètre, la qualité du rendu ou le design. Si vous me présentez un contenu dans lequel les cadres ne sont même pas alignés, ne sont même pas ordonnés, d'accord, il est clair que quelqu'un qui a un design qui est plus agréable et plus ordonné, plus architecturé, aura une meilleure note. Enfin, un élément important, c'est l'utilisation des commentaires. Vous allez commenter votre code HTML et commenter votre code CSS. D'accord? Alors, il y a des étudiants qui ne se cassent pas la tête. Quand ils recopient le code, ils recopient avec lui les commentaires. Alors, s'il vous plaît, je veux des commentaires en français et je ne veux pas des commentaires copiés. Je veux que vous commentiez vous-même votre code. D'accord? Je ne veux pas de commentaires récupérés quelque part ailleurs. C'est les vôtres que je veux avoir. À quoi ça sert les commentaires? Quand je vais corriger, vous ne serez pas forcément à côté de moi. Et donc, ça me permet de savoir comment vous avez procédé pour obtenir le résultat. Quels sont les outils utilisés? Vous aurez besoin d'un simple éditeur de texte, Notepad++, et vous testez votre travail sur 2-3 navigateurs différents. D'accord? Ne vous contentez pas d'un seul navigateur. Il faut que votre travail soit fonctionnel sur la majorité des navigateurs, au moins les navigateurs récents. D'accord? Donc, vous faites attention surtout au plagiat. C'est un problème que je rencontre chaque année. Et je vous assure que cette année, je vais être encore plus sévère que d'habitude. C'est un travail très simple que je vous demande. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de copier quand c'est aussi facile que ça. D'accord? Alors, le travail donc sera rendu juste après les vacances. D'accord? Donc, ce sera le samedi 9 avril. Donc, le dossier du projet, donc vous allez mettre toutes vos informations dans un dossier. Voici la manière de nommer le dossier. Donc, vous n'allez pas tous l'appeler projet, vous donnerez les noms, d'accord, des personnes qui interviennent dans le travail, d'accord. Le lien de partage sera envoyé donc au chargé TP du groupe en question, d'accord. Alors, le travail se fait uniquement en binôme ou en trinôme. Vous êtes très nombreux, on ne peut pas se permettre d'accepter les monômes. Donc, si vous vous mettez en binôme, c'est l'idéal. Si il y a un nombre impair ou s'il y a un problème, au lieu d'avoir des monômes, intégrez-vous à un binôme pour obtenir un trinôme. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'en discuter, les monômes ne seront pas acceptés. Donc, vous allez mettre votre travail sur un drive et envoyer le lien. Alors, pour le binôme ou le trinôme, est-ce qu'ils sont forcément du même groupe? Non, pas forcément, mais à une condition. Il faut qu'ils aient le même chargé de TP. D'accord? Donc, vous pouvez mettre 2 étudiants, 3 étudiants sur un travail, mais à condition que le chargé de TP soit le même. Je crois qu'avec Easy, je crois que c'est le même chargé de TP pour tout le monde, donc le problème ne se pose pas. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions concernant le TP? C'est bon? Je sais que vous n'avez pas encore fait de séance de TP, donc votre assistante a un souci de santé. Donc, ce n'est pas qu'elle ne veut pas enseigner, c'est qu'elle a des soucis de santé, mais elle s'engage à récupérer. Donc, normalement, le problème ne va pas se poser pour longtemps. Elle va reprendre, vous allez commencer et elle va vite
rattraper le retard. D'accord? De toute façon, même ceux qui ont commencé, donc j'ai une autre section sur laquelle j'interviens, ils ont fait un seul TP. Donc c'est un TP de manipulation. Il n'y a pas grand-chose. Donc ne vous inquiétez pas pour le moment. Et puis, pour ce que je vous demande de faire, tout est dans le cours. S'il n'y avait pas de TP du tout, c'est un travail que vous pouvez commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, en cours, on a terminé la partie CSS. HTML, on l'avait déjà fait. Tout ce que je suis en train de présenter dans ce TP a déjà été vu en cours. On a même vu des exemples d'applications, comment faire le découpage sémantique, comment faire la mise en forme, etc. D'accord? Donc, même sans le TP, vous pouvez commencer votre travail dès à présent. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le cours, concernant le TP, ce que vous voulez? Ça va? Bon, j'ai remarqué un problème d'interaction. Je l'ai constaté la dernière fois en TP, je le constate aussi en cours. Je ne vous oblige pas à participer ou à poser vos questions. Donc, je me dis peut-être qu'ils sont gênés, peut-être qu'ils sont timides. Donc, je ne vais pas vous embêter pour ça. Je vous demande au moins une chose. S'il y a le moindre problème avec le cours, comme vous ne parlez pas, au moins parlez à votre délégué qui me transmettra l'information. D'accord? Donc, si tout va bien, alhamdoulilah, s'il y a le moindre souci, soit vous vous adressez à moi, soit vous adressez à votre délégué qui va me transmettre l'information. D'accord? Si je vais trop lentement, trop vite, si par exemple vous n'arrivez pas à suivre, à comprendre. Maintenant, si tout va bien, alhamdoulilah, on ne demande pas mieux. D'accord? Je reste à votre entière disposition. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc il me reste 10 minutes, je ne pourrai pas commencer un nouveau cours. Donc normalement, je vais commencer la prochaine fois PHP. Donc je ne sais pas quand est-ce que sera l'arrêt de cours. Normalement, c'est JavaScript, ensuite PHP. Là, je préfère permuter pour être sûr de terminer PHP. Une fois qu'on aura terminé PHP, je vais revenir à JavaScript. Parce que finalement, le plus important dans le module, c'est plus PHP. Donc, je ne peux pas l'attaquer en 10 minutes. Je préfère le laisser pour la séance prochaine. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite bon courage. Au revoir tout le monde.